écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, encore un nouveau podcast Histoire, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à vous raconter et alhamdoulilah surtout des gens qui sont là pour nous les raconter. Nous sommes avec un habitué de nos locaux, l'homme que l'on ne présente plus, Mustafa Kadeli. Salut. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, merci. On est toujours là pour en tout cas faire ce qu'on peut. Est-ce que tu nous préviendras quand tu n'auras plus rien à dire ? J'aurais du mal. J'aurais du mal. Là, je vais pas inventer les histoires, mais vous savez, c'est l'histoire, on peut la raconter au jour le jour aussi. Il y a tellement de détails, d'éléments qu'on pourrait jamais s'arrêter. Mais cela, ça pourrait arriver éventuellement une fois. On aurait fait le tour sur ce qu'on considère comme macro, les grands événements. Pour aller vers le zoom, on peut parler aujourd'hui de notre vocabulaire qui a changé, de Darija. C'est pas comme ça qu'on parle aujourd'hui de Darija, comme au début du siècle. On peut aller à la bouffe, on peut aller... Bizarrement, puisque tu poses ce sujet, une petite parenthèse dans le podcast, je suis tombé sur une vidéo avec un son, donc audio, du Maroc, je pense, des années 20. Des années 20, donc d'il y a quasiment 100 ans. Audio. C'est la première fois que j'entendais nos ancêtres parler. Ça m'a fait quelque chose. Alors ça se passe à Marrakech. D'accord. C'est un potier qui fabrique une espèce de vase à quelqu'un et on voit qu'ils savent qu'ils sont filmés, pardon. Donc donc tu comprends qu'il faut une petite mise en scène et j'étais très surpris de tout comprendre. C'est-à-dire que je pensais sincèrement, parce que pourquoi je te dis ça? Parce que si on regarde des films français des années 20 ou 30, oui. La diction a complètement changé. Tout à fait. Mais les Marocains de 1920, alors après quand ils sont arrivés au prix, sincèrement j'étais perdu. Parce que c'était pas les devises. Soldé de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Il y avait pas les M2. Mais par contre... Le gersh, ça c'est ce qui a changé parce que c'est le système monétaire. Mais quand ils parlaient, ils avaient le même accent, on comprenait tout. Hein. Bien sûr. Donc finalement, Darija n'a pas tant changé que ça. C'est parce qu'il n'a pas été entre guillemets normalisé par une académie pour nous inventer un nouveau langage. C'est pour ça, au fait, c'est une accumulation d'expérience où on est dit natif, où on l'apprend dans l'espace, c'est-à-dire on passe pas par l'école pour l'apprendre. Et c'est ça peut-être l'avantage aussi et sa force, parce que sinon, si les grammairiens, les linguistes, ils auraient fait quelque chose qu'ils appellent la normalisation. Mais au-delà de la grammaire, hein, la diction, quand tu écoutes des vieux films français, la diction est très différente. Tout le monde parle l'accent parisien. L'accent parisien a dominé l'ensemble de la France, alors que jusqu'aux années 60-70, il ne parlait qu'avec le R, puisque le R n'existait pas dans la langue française à l'origine. Donc par contre, le Marrakechien, la femme tombe mzien. Et d'ailleurs, même, tu sais, le fameux petit... c'est un bonus, hein, on n'est pas dans le sujet, mais c'est un bonus. Le fameux dictionnaire qu'avait rédigé un captif français du temps de Moulay Ismail. J'ai oublié son nom, mais il a fait un dictionnaire de ce qu'il est... de vocabulaire de l'époque, une sorte de lexique. Voilà, on appelle ça des lexiques, voilà. Ouais. Donc c'était du genre, Mais en fait, j'ai mieux compris la partie Dienna que la partie française. C'est-à-dire qu'il y avait de la colonne française des mots qui avaient disparu. Et encore, le langage a évolué et dans les lettres de Moulay Ismail, on peut trouver le mot lichir ou lichachra. C'est un terme aujourd'hui qui est devenu très très rare. Lichir, c'est shirran dans une variante de tamazir du Moyen Atlas, mais on la trouve dans les lettres. Et comme ça, lichir, lichachra. Jusqu'à chez le Nasser de 1900, c'est-à-dire... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lichir, drari srar, shirran. Alors, on a des synonymes, jusqu'à 14 synonymes selon les régions, mais on le trouve dans les lettres. Par exemple, ursilu laka ibni fulan fahuwa mazal lishir wa atluba mazal دري صغير زعما. اييه انت تهلا فيه تكستو يعني كنا كنكتبوا هكا c'était complètement normal. Moulay Ismail qui اطلب منك انت تهلا فيه. À son fils, absolument. D'accord. Mais ça, on le trouve dans le vocabulaire même des historiens, je veux dire, jusqu'à Nasser est mort en 1900. C'est l'évolution un petit peu de la langue et comment on a défiguré notre langue également écrite, parce que c'est la langue arabe marocaine, c'est la langue écrite des manuscrits, des lettres. وتوصلت بالبريات وبالبراوات البرا الضبط تكتبها في شي سميتو في كتبها في الرسالة تكتبها في الإنشاء يعطيك الأستاذ صفر.
Alors, شنو الفرق ما بين بحال دابا القصه ديال البطاطس سي كوريكت مي بطاطا سي حرام. Pourtant البطاطس سي جوست une déformation de l'anglais. Mais بطاطا ديالنا اللي ديفورمي من الفرنساويه il n'est pas accepté dans notre école. الطماطم عاد خلي داك الكلام دو فوكابولير كي شينو عيب en darija ou en tamazirt, mais qui est utilisé dans l'arabe du Golfe. Je ne dirais pas les exemples. Oui, il y a même des clubs de foot qui portent ce genre de nom. Non, c'est les néologismes. Par exemple, les conteneurs, comment ils disent les conteneurs, les bateaux, l'Arabie et le Khalij, ils le disent à la télé chez nous comme si de rien n'était, alors que c'est un terme quand même un peu en bas de la ceinture. Ou là, le collègue qui devient un terme qu'on utilise comme ça à la télévision oralement d'une manière extraordinaire, alors que le terme quand même a une signification qui est un petit peu mauvaise et ainsi de suite, c'est-à-dire comme si nous on n'a pas de langage parce que depuis au moins l'époque al-Mouhad, la création en langue arabe avant elle est... Ce que tu es en train de dire, j'essaie de résumer parce que tu passes dans tous les sens. J'ai levé un ballon, j'ai centré en retrait et j'ai pris 8 buts sur un tir. Il n'y avait pas de complexe à s'exprimer directement par écrit, y compris au niveau du roi ou du sultan, ou un calife, appelle-le comme tu veux, en utilisant des mots locaux. Nishan. Parce que le message doit arriver, point. On ne va pas chercher un dictionnaire pour comprendre le synonyme. Comment s'appelle le ministre des Affaires étrangères? وزير البحر. والعسكر سميتو العلاف الكبير اللي مكلف بالارمي. وزير البرانيين. الامور لا وزير البحر ثم ومن بعد ولا الامور البرانيه الشؤون الخارجيه البرة بتمازيغ وبالدارجه. Donc on a eu une évolution un petit peu comme ça du langage de la sémantique. Et les premiers à avoir agi dans ce sens-là, pour reprendre un petit peu nos sujets, c'est les puissances coloniales françaises et espagnoles qui ont commencé à recruter des orientalistes pour mettre en place des lexiques nouveaux de l'administration. Tiens, notre bulletin officiel, le numéro 1 du bulletin officiel créé en octobre-novembre 1912, le mot dahir n'y figure pas. L'IOT avait utilisé un terme ottoman, le firman. Firman, c'est un terme administratif ottoman. Dans le numéro 1 du bulletin officiel, il est toujours là. Donc, c'est au deuxième numéro qu'on commence à utiliser le mot dahir pour les décisions royales. Donc ça va à l'encontre de ce que tu dis. En fait, ils ont marocanisé. Oui, mais au début, on a dit firman. Ça aurait pu aller comme ça. Ouais. Bon, peut-être qu'il n'avait pas trouvé le mot. Non, on est rentré dans le. Il n'avait pas le temps, il a téléchargé. Non, c'est pas lui. PDF turc, on va faire la même chose. C'est pas lui qui décide. En tout cas, c'était les spécialistes, etc. Mais tu vois, tu me dis qu'on pourrait se taire, nous, les historiens. Je veux dire, on a tellement de choses à raconter sur les premiers cachets utilisés par les Français à Casablanca. Le bureau des affaires indigènes s'appelait comme ça, écrit en arabe, bureau arabe, l'ancêtre du bureau des affaires indigènes. Ici, à Casablanca, bureau arabe de Brachid, bureau arabe de... Gauthier. Le dernier qu'on a eu un peu à l'époque, jusqu'aux années 50, c'est celui de Gauthier aujourd'hui, parce qu'il s'occupait des indigènes. Il ne s'occupait pas des Français. Mais le mot existe partout au Maroc. Le bureau des affaires indigènes est appelé bureau arabe, alors qu'officiellement, le terme a cessé d'exister au Maroc en 1912. On l'a utilisé entre 1907 et 1912. Mais il a été utilisé en Algérie depuis 1834. C'est le bureau des indigènes. Jusqu'à pratiquement Napoléon III, où on a commencé à créer de nouvelles structures administratives, on parlait de communes mixtes, etc. Mais le bureau arabe. Mais tu sais, moi je lis beaucoup de littérature coloniale parce qu'elle est disponible. Il y a beaucoup d'éditeurs au Maroc qui reproduisent, qui reproduisent les récits de voyage, les récits des premiers colons. C'est très très intéressant. C'est très intéressant. Alors bien sûr, on le lit comme un Marocain, c'est-à-dire qu'on filtre un peu le côté parfois raciste. Il y a pas d'autre façon de le dire, sur des jugements de valeur un peu à l'emporte-pièce. Mais ce qui est intéressant, pourquoi je lis ça, c'est parce qu'on se voit décrit par d'autres et on essaie de se retrouver dans la façon dont ils nous voient. Oui. Voilà. Mais il y a un point qui est permanent par contre, c'est que dans la description, alors tous. Déjà, c'est incroyable parce qu'il y avait des militaires, ils écrivent très bien à l'époque. Oui. Voilà. Des militaires, des journalistes. Il y en a beaucoup à partir de 1880. Là, je suis en train de lire un journaliste de 1880 qui va rencontrer Moulay Hassan en accompagnant l'ambassadeur français de l'époque. Tous, à un moment, ils se disent, on va décrire ce peuple. Voilà. Alors bon, quand tu décris de façon micro en disant voilà comment ils mangent, voilà comment ils s'habillent, voilà comment, etc. Bon, quand on enlève les jugements de valeur, on se reconnaît à peu près. Mais dans la description macro des Marocains, ça coince très souvent. Là, par exemple, j'en ai repris une quasiment par cœur. En disant que les Marocains sont un mélange de berbères, aborigènes de l'ancienne Mauritanie, et d'arabes et de Maures venus en envahisseurs.
allez comprendre. Oui, non, on comprend bien berbère, aborigène, on comprend l'idée. Arabe, on comprend un peu ce qu'il a imaginé, mais mort, venu en envahisseur, je sais pas. Et tu trouves très souvent ce genre de choses. Il y a un autre auteur européen qui disait, en gros, les villes sont peuplées d'Arabes et les montagnes de berbères. Et ça a été difficile à comprendre. Hein. Oui, c'est pas évident. Parce je crois que même nous, on n'a pas compris. Le dictionnaire de la langue espagnole, de la langue française, de la langue anglaise, c'est quelque chose, je veux dire, sur lequel j'ai travaillé, sont perdus. Alors, si le dictionnaire est perdu, comment nous, on pourrait s'y retrouver quand on est comme un des mortels, c'est-à-dire quand on n'est pas spécialiste, parce que justement, il mélange... Même nous, on est perdus, Mustafa. Même nous, on est perdus. Mais on est le fruit de ces gens-là. Mais non, pas seulement. Parce que quand on se décrit, nous, dans le pré-islamique, on va parler des morts. Et comment on dit ça aux enfants à l'école? Al-Mouriyin. Or, le seul Mori que je connais personnellement, c'est celui de Magana. Mais qu'est-ce que c'est que Mori? C'est même pas le Mauritanie. Moriyin, le Moriyoun. Non, mais pourquoi pas? Oui, mais toi, dans la peau d'un enfant. Mais à condition de le garder. Si tu décris les Marocains, tu parles de Amazigh, à ce moment-là, il faut garder le mot, parce que s'ils ont disparu, ils sont où? Non, pour certains, les Amazirs s'arrêtent avec l'islam. Voilà, c'est bien. Dès qu'ils arrêtent, si tu changes de mot, ils sont partis où? Ils ont disparu. Donc c'est bien intéressant de dire les Français sont perdus, comme c'est dit de nous décrire, mais nous-mêmes nous sommes perdus. On est la suite. On a repris aussi leurs conneries parce qu'on est toujours dans le problème de la construction du passé, se réapproprier le passé, en essayant de répondre aussi aux écrits des colonialistes, mais en commettant les mêmes impairs, si j'ose dire, parce que justement, c'est une question de formation. On revient tous les gens qui ont suivi le cursus scolaire moderne à l'époque coloniale, tous, ils n'ont fait que reproduire la connaissance coloniale. Mais même après le départ du colon, il y avait ce mouvement... On est resté dans l'esprit, même après l'indépendance. Pas seulement, dans les années 70, tu pouvais pas dire à quelqu'un pays arabe, bon, c'était martelé sur toutes les chaînes. Oui, et tout le monde y croyait. Oui, mais aujourd'hui, il y a un débat là-dessus. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une identité marocaine qui est le résultat de la population de culture amazigh et le résultat aussi de l'arrivée de l'Est d'Arabes justement et peut-être du nord des Soudanais, du sud en permanence des migrations et qui a créé quelque chose qui ressemble à un peuple qui s'appelle marocain. Tout à fait. Voilà, mais cette pluralité n'était pas à l'ordre du jour bien après le départ des colons. La propagande n'est pas nouvelle. Le Radio Le Caire était un petit peu sacré. On a eu Radio Le Caire. Après ça, avec le déferlement de la télé, on a eu le Jazeera et tout le monde s'est imprégné de la culture de le Jazeera au point de devenir des voix qui reproduisent ces conneries de Al Jazeera, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu d'une manière péjorative la culture du café. Et on a entendu des gens qui te disent dans les années 90, si l'info n'est pas donnée par Al Jazeera, une personne n'y croirait jamais. C'est pour ça que aussi depuis le Caire, de la propagande après la radio de la Libye et plus tard les télés qui ont commencé pour influencer l'opinion publique et la fabriquer, etc., n'est pas une chose simple. Il y a l'école, il y a les médias, il y a les moyens de communication, et c'est là que le discernement est un objet en soi de réflexion. Je ne suis pas d'accord avec toi, si tu me permets Bien sûr. Si tu permets de pousser le débat. Je ne crois pas qu'on puisse tout mettre sur le dos de la télé des années fin des années 90 peut-être, parce que je pense aussi que les Marocains, nous-mêmes, sommes heureux de se présenter comme ça, voilà, collectivement. Alors peut-être pas collectivement, c'est-à-dire que on a parlé de Moulay Idriss dans ce podcast. On est très heureux de raconter. C'est-à-dire que il est établi que c'est un mythe, c'est une légende, cet individu qui arrive tout seul il y a un fait historique et il y a une légende derrière. Oui, la légende. Le fait historique, il est là. Oui, mais la légende a été créée par les Mérinides. Plus tard. Bien plus tard. Absolument. Voilà. Les plus grands empires n'en ont jamais connu. Voilà. Ils n'en ont pas parlé, en tout cas, mais ils ne sont pas référés. Voilà, ils ne sont pas référés à. Voilà. Aujourd'hui, que cette légende, c'est-à-dire le point de départ du Maroc à Moulay Idriss, ait été inventé par les Mérinides, on est d'accord, mais propagé depuis les Mérinides, ça fait 800 ans, je ne sais pas combien. À mon avis, veut autant dire sur le fait que nous aimons cette histoire. Oui. Nous aimons cette histoire. Bien sûr. Nous ne la rejetons pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le chérifisme, par exemple. Le chérifisme qui place au-dessus du citoyen celui qui vient d'Orient. Dans un premier temps, celui qui vient de la noblesse prophétique, et dans un deuxième temps, tout celui qui vient d'Orient, parce qu'il est là le détail. C'est ça le détail. Oui, le détail du chérifisme, c'est que le chérifisme, il est lié à une femme qui s'appelle Kenza. C'est-à-dire, seul le chérifisme local
associé à Driss et à Kenza. Un autre shérif en dehors de Driss et de Kenza, sinon regarde le nombre de shérifs qu'on a, c'est-à-dire que oui, mais tant qu'ils ne se réfèrent pas à Driss et à Kenza, le shérifisme local, ils ne peuvent pas parler pouvoir. C'est pour ça aussi que la notion de shérifisme, même le shérifisme a été marocanisé. Bon, ça aide le shérifisme. Tu peux nous parler un jour de shérifisme? Bien sûr. Mais c'est ça mon tribu, ça. Ok. Vous voyez, vous me dites, est-ce qu'un jour on pourrait, on n'aurait plus rien à se dire? Tout simplement, on a une histoire riche. Très longue. Le premier qui a écrit la Muqaddima, c'est pas Ibn Khaldoun, c'est quelqu'un à l'époque al-Muhad qui a écrit une Muqaddima de grammaire d'arabe. Un Masmoudi de l'époque de Abdul Mumin et de Yaqub. Son livre s'appelle Muqaddima fi al-Nahw. Attention, à t'la le niveau. Entre Abdul Mumin et Yaqub, il y a Youssef. Donc il peut pas être au moment de 3 générations. Abdul Mumin et Youssef, le premier, pas Yaqub. Pardon. Mais le Muqaddima, il a appelé son livre Al-Muqaddima fi al-Nahw. La langue arabe. C'est un grammairien. Grammairien, absolument. C'est le premier à avoir utilisé le terme Al-Muqaddima, je crois. C'est-à-dire l'inspiration d'Ibn Khaldoun ne vient pas de Nyon, parce que je crois que Ibn Khaldoun, je veux dire, il a tout inventé. Ibn Khaldoun, il faut lui taper dessus. Non, on est critique, je veux dire, dans le métier, on critique, pas le critique, c'est-à-dire de dire des mauvaises choses, de la critique dans le sens constructif, c'est-à-dire on essaie de comprendre, mais d'où sort ce terme de Al-Muqaddima? Pourquoi il a pensé ainsi, etc. Parce que justement... ça veut dire introduction, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, très dur à trouver, quoi. Non, mais quand même un titre aussi évocateur, et puis le Muqaddima, avant d'aborder le vif du sujet, c'est-à-dire son livre d'histoire. Le Muqaddima, c'est une sorte de conception théorique, des petits chapitres, comme tu dis, c'est un métier, maîtriser la langue est un art, est un métier, c'est devenu un élément identitaire ou un élément fondateur de l'identité, c'est un grand problème théorique à mon avis qu'il faudrait rediscuter sur le plan théorique chez les spécialistes, parce que pour Ibn Khaldoun, la langue n'est qu'un savoir-faire, un gagne-pain autrement. Oui, mais il y a une autre théorie qui dit que la langue est la maison de la pensée, donc elle structure un peu ta pensée, et donc c'est un débat philosophique qu'on va pas avoir tout de suite. Non, il n'y a pas de problème, mais que ce métier où cette pensée devienne un élément constitutif d'une identité exclusive, c'est-à-dire qui exclut pour montrer que moi je suis le meilleur des meilleurs, c'est là que le bas blesse, et c'est là que les idéologies modernes de la modernité ont à se mettre en cause pour pouvoir reconsidérer un petit peu le passé dans une perspective non pas idéologique, mais quand même sa lecture dans une perspective humaniste peut-être. Ça aiderait beaucoup à avancer sur beaucoup de faux problèmes sur lesquels se chamaillent les humains, pour ne pas dire l'humanité. Mustapha, la moitié du podcast est enregistré et nous n'allons pas rentrer dans le sujet. Peut-être qu'il faudrait changer de sujet. Alors écoute-moi, c'est toi qui m'as proposé de parler de la colonisation espagnole. Alors, je vais te dire ce qu'on sait, et comme ça tu vas rentrer directement sur ce qu'il faut oublier et ce qu'on ne sait pas. Alors la colonisation espagnole, on parle beaucoup du protectorat français, l'espagnol est moins traité, j'ai l'impression, sauf pour ce qui concerne la partie nord du Maroc et les événements de Abdelkrim Khattabi qu'on a beaucoup dont on a beaucoup parlé dans ce podcast, donc Enwel, etc. Tu disais pourtant au téléphone, il faut compléter ça par autre chose, et cette autre chose, c'est quoi? On a déjà évoqué dans un podcast Franco-Inou. Donc ça reste quand même cette période coloniale espagnole qu'on pourrait diviser en 2 étapes. La période monarchique quand même jusqu'en 1930. Alors tu parles de la monarchie espagnole. Espagnole jusqu'en 1930. Jusqu'en 1930 règne Alphonse XIII. Voilà. 13 avec le dernier chef de son gouvernement, c'était Primo de Rivera, un militaire qui est venu par un coup d'État contre le gouvernement, pas contre la monarchie. Et puis tous les deux ont finalement abdiqué, si j'ose dire, en 1930 pour laisser place à le début de ce qu'on appelle la République dans l'histoire espagnole. La deuxième République, parce que la première a eu lieu à la fin du 19e. D'accord, alors... Je répète, parce que déjà, au Maroc, on est parti de loin, alors en Espagne, encore plus loin. Il y avait un roi, Alphonse XIII, c'est ça, qui avait un premier ministre. Primo de Rivera. Et il gouvernait ce roi. Tout à fait. D'accord. Oui. Non, bon. Déjà, Primo de Rivera arrive par un coup d'État, tu me dis. Oui. Il fait un coup d'État sur le gouvernement, pas sur le roi. Non. D'accord. Et tout ce beau monde est balayé par la République. Absolument. Elle-même qui va être balayée par Franco. Et en 1936, le début de la guerre civile qui nous a donné le régime de Franco. D'accord. Donc la République espagnole
celle dont on parle, est entre 1930 et 1936. 1932 exactement, 36. D'accord. Une transition, et puis 1932-1936. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, comme on a dit, on parle beaucoup de... on oublie beaucoup... Excuse-moi, pour compléter sur le panorama espagnol, et donc l'actuel roi d'Espagne. C'est un descendant d'Alphonse. De Alphonse XIII. C'est un descendant, parce qu'il est parti en exil. Et puis, au départ de Franco, on ramène la famille royale. On la ramène pas rapidement, mais en tout cas, il met en place un système qui va donner que le prince héritier va devenir roi à la mort de Franco. C'est pour ça qu'en 1975, à sa mort, le roi Juan Carlos a repris le pouvoir dynastique royal qui a connu son terme en 1930. D'accord, donc revenons au temps colonial, maintenant qu'on a compris Donc on a dit que... la timeline espagnole. On parlait de la zone sultanienne pour parler de la zone française avec la capitale Rabat. Et on parle de la zone khalifienne, c'est-à-dire là où il y avait le califat de sultan dans la ville de Tétouan. La petite grande erreur qu'on commet en général, c'est que quand on dit la zone khalifienne, on ne pense que au nord. Or, il y avait une zone du Sahara qui dépendait de la zone khalifienne, parce que le Sahara était divisé par les Espagnols en 2 ou en 3 même. Il finit la colonie à l'intérieur de la possession espagnole. Un bout du Sahara était considéré comme un protectorat. C'est la zone de Tantan et Tarfaya qui était considérée comme protectorat, que le Maroc, qu'on avait récupéré en 1958. Il faisait partie de la zone du khalifienne ou du califat du sultan. Les gens qui ont fait les études, quand on parle des nationalismes dans les zones khalifiennes, quand on parle de l'administration de la zone khalifienne, on ne parle que du nord et on ne parle jamais de ce petit bout. Donc au sud, il y avait une colonie et un protectorat. Donc Ifni. Ifni, c'est une colonie à l'intérieur de la zone espagnole. Donc ils ont une colonie avec un protectorat autour. Là, au sud, parce que Ifni, elle est au nord de Glimim. Elle est dans la zone française. Pardon. Absolument. Donc, Glimim est au nord de Glimim. D'accord. Dès qu'on dépasse Glimim, j'ai compris. On a l'embouchure de Dra, ou de Draa, c'est là que les Français et les Espagnols ont établi la frontière entre leurs deux possessions. Au sud, c'est un protectorat. C'est un protectorat jusqu'à la zone khalifienne. De la zone khalifienne. La colonie. C'est ce que les Espagnols avaient décidé. Ils ont décidé eux-mêmes. Mais elle est où la colonie du coup? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'Ayoun jusqu'à Dakhla. D'accord, donc il y a un protectorat, ensuite une colonie. Absolument. Mais pourquoi ils se sont cassés la tête comme ça? Quel est l'intérêt de ces régimes différents sur des zones qui sont frontalières, qui sont côte à côte en fait? Dites-moi, qu'est-ce qui distingue Tantan, Tarfaya de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ayoun, de Smara ou de Boujdor ou la Dakhla? Il faut revenir un petit peu aux doctrines espagnoles, que ce soit pendant Franco, avant Franco, ou même après. C'est-à-dire comment on regarde un petit peu ce Maroc à travers l'histoire. D'ailleurs, l'indice, je n'ai pas consulté les archives pour voir de point de vue interne les Espagnols, justement, pourquoi ils ont pensé comme tel. Parce qu'ils pouvaient tout mettre protectorat, comme ils pouvaient tout mettre en colonie, il n'y a pas de problème. Parce que c'est eux qui décident de leur domaine qui leur est dévolu selon les accords avec les Français. Il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est que les Français, comme ils sont montés du Sénégal vers la Mauritanie, ils ont pris ce que nous on appelait historiquement Chenguit, ils l'ont inclus dans l'Afrique occidentale française, dans Saint-Louis au début, et puis Dakar était un petit peu le siège du gouvernorat. Donc, on détache le Chenguit vers l'Afrique de l'Ouest sur le plan administratif, et les Français et les Espagnols vont faire attention à mettre une limite de leurs frontières entre ce qu'ils appelaient le Sahara espagnol et l'AOF ou l'Afrique de l'Ouest française. Mais elle allait jusqu'où, cette colonie espagnole? Là, les frontières entre le Maroc et la Mauritanie aujourd'hui, c'est la frontière délimitée par les Français et les Espagnols à l'époque. D'accord. Donc, en dessous de l'espagnol, de la colonie espagnole, il y a une colonie française, qui est la Mauritanie. La Mauritanie actuelle, d'accord, qui dépendait de Saint-Louis au début. Donc si je fais du sud au nord, tu as des colonies françaises, une colonie espagnole, c'est ça. Ensuite un protectorat espagnol, absolument. Ensuite un protectorat français, c'est ça. Ensuite un protectorat espagnol, c'est ça. Et là on arrive à l'Espagne. Jusqu'à Tanger l'international pour arriver à l'Espagne. D'accord. Et j'ai toujours pas compris pourquoi ils se sont compliqués la vie. J'ai dit, on reviendrait à la doctrine, il faut consulter leurs archives pour comprendre, mais je donnais un indice. Quand ils ont mis le pied à Douikhla ou Dakhla, Douikhla Flobhar, Dakhla Flobhar, la lagune d'ailleurs, il est comme un bras, une sorte de petit golfe. Via Cisneros, la ville de Cisneros, je veux dire, c'est ça, ça nous donne un petit peu l'indice de l'état d'esprit, de la mentalité de la doctrine. Il y a que moi qui écoutais tous les podcasts, et Hamza, je t'explique, parce qu'on les traite, on les enregistre. On peut renvoyer, on l'a abordé en filigrane. Cisneros, c'est le cardinal de l'Inquisition
et de l'évangélisation forcée des musulmans et des juifs restés en Espagne après 1492 et qui avaient eu la promesse au début d'Isabella la catholique et de Ferdinand de continuer à vivre dans leur terre en gardant leur foi et leur religion après le départ de Boabdil, c'est-à-dire les derniers qui sont restés là-bas. Sauf que entre 1492 et 1505-1506, le cardinal de Cisneros, qui était un petit peu le grand chef de l'Église, le représentant du pape de l'Espagne, finit par les convaincre qu'on peut pas continuer à faire confiance à ces musulmans et à ces juifs. Même s'ils ont changé de religion. Non, justement, on peut pas leur faire confiance tant qu'ils gardent leur religion. Donc il faut les forcer à se convertir. C'est lui qui a fait la fatwa de convertir de force les musulmans, les moros qui deviennent des morescos et les juifs qui deviennent des marranos. C'est le terme utilisé pour parler de ces convertis de force suite mais ça ne va pas suffire. À Cisneros. Non, suivi de l'inquisition. C'est-à-dire, dès qu'on sent que vous êtes chrétien, mais que je sais pas moi, vous mangez le couscous, vous vous baignez dans un bain, ou ça y est, c'est l'indice que oui, parce que le bain c'était interdit, ils ont détruit les hammams, les chrétiens, les hammams, ils les ont détruits, se baigner, se purifier ou se nettoyer tout simplement, était considéré comme haram de leur point de vue à l'époque. Donc juste parce qu'on n'est pas en train de faire un podcast sur l'expulsion des morisques mais on est en train d'expliquer. C'est le lien de l'histoire et de la politique. Ouais, ce qu'on s'en a expliqué, ce bon Cisneros qui s'est illustré dans l'histoire par ce genre d'initiative, c'est bien celui-ci dont on va prendre le nom pour le coller à Dakhla 300 ans plus tard. Absolument. 400. Un espace que n'est... 400 ans. 400 ans plus tard, entre 1506 et 1884. Donc tu es en train de dire qu'ils ont l'esprit revanchard. En quelque sorte, c'est la preuve c'est un indicateur en tout cas qu'il y a une sorte de doctrine, si j'oserais dire, et surtout que cet espace de Dakhla, qui est un espace qui fait partie du Sahara, le Sahara dans le sens géographique du terme, et non politique, c'est-à-dire y compris la Mauritanie, le Mali, etc., le berceau des Almoravides. Les premiers Moros qui ont fondé un empire. Les premiers Moros qui sont allés qui ont fondé l'empire. Donc le lien, là, on pourrait faire tout de suite le lien, c'est-à-dire une sorte de réponse à ces premiers Moros qui sont venus au XIe siècle. Vous voyez, entre la mémoire et l'histoire... Non, mais tu crois ça, donc Alphonse XIII pense à Alphonse VI, l'homme qui a envoyé des magnifiques lettres à Youssef Mtsachfine et à Mu'tamid ibn Abbad en lui disant « Viens, je t'attends », etc. et qui va prendre l'armée almoravide sur le dos à Zlaqa. Tu penses qu'Alphonse XIII, là, il se rappelle de ce Alphonse VI et il se dit « Je vais prendre le sud pour les empêcher de revenir avec leurs chameaux ». Les empêcher ou de leur rendre la monnaie. D'accord. Revanchard, donc c'est bien ça. Peut-être. C'est grave ce que tu dis quand même. Non, je ne sais pas si ce podcast va être traduit en espagnol. Non, je veux dire, avec les collègues espagnols, on parle beaucoup de ça. Et ils valident ce genre de... disons, en tout cas, il n'y a pas très longtemps, suite à un truc Zoom avec des étudiants américains et une collègue espagnole, en tout cas, le sourire, rien que le sourire, on dit très long, quand on touche certains éléments de ce, comment dirais-je, j'avais un article 2004 ou 2005, ce que j'appelle les mythes d'amour et de haine entre les Hébers et les... D'ailleurs, par exemple, dans la langue espagnole, il n'y a pas longtemps, le pays parle des Berbères. Vous avez oublié les Moros, mais ce qui sont les Berbères? Les Berbères, c'est ce que vous appelez les Moros, parce qu'ils veulent mettre en exergue les Rifins comme Berbères, mais c'est les Moros. C'est quoi? On ne peut pas changer de langage du jour au lendemain, ou bien parler de los Berberos, comme ils disent en espagnol aujourd'hui, sans faire référence à los Moros. Comme si les los Moros n'ont rien à voir avec los Berberos. Or, ça, c'est jouer avec les mots, c'est induire les gens en erreur d'une manière complètement, soit gratuitement, soit d'une manière faite exprès. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va mettre en valeur los berberos del Rif, blablabla, etc. En faisant la rupture avec les los moros d'une certaine époque, c'est jouer sur la naïveté du lecteur ou de la lectrice qui n'en sait rien, mais pas sur le spécialiste, parce qu'il faut toujours faire attention aux mots. Et les mots avec AX, le pluriel du mot mal, c'est par les mots que viennent les mots, le mal des mots. D'accord. Mustafa Douartini. Revenons à nos colonies espagnoles. C'est une colonie, mais en fait sans colons. Il n'y a pas vraiment de déplacement il n'y a pas vraiment l'arrivée, quand on parle de colonies françaises, par exemple, en France, en Algérie, par exemple, on voit arriver des bateaux, des colons qui prennent la terre, et donc ensuite qui vont devenir les pieds noirs. Enfin, ça va être un problème quand l'indépendance de l'Algérie, parce qu'il y a une population. Mais est-ce qu'il y a une population espagnole
dans les colonies du Sud. C'est le sens de la colonie ici, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que ce petit bout est à nous, il ne fera plus jamais partie du Maroc. Au cas où, puisque le protectorat, en principe, on a compris que le protectorat aurait un terme, un petit jour. Ouais, ça, l'IOT, au début, alors, on était conscient, mais les autres après l'ont oublié. Et côté espagnol, pareil. Mais c'est comme ils ont gardé Ceuta quand ils l'ont pris au portugais. Ouais. Alexis Neros, oui, c'est une sorte de dire, il faut pour la poche. Mais les colons ne s'y installent pas, à part les pêcheurs. Il n'y a pas de communauté espagnole qui s'installe. La seule communauté espagnole, c'est les militaires. Et on ne commence à voir des civils réellement qu'après la découverte du phosphate vers 63-65. Donc il y a une administration quand même. C'est les militaires. C'est les militaires qui font tout le travail. Je dirais, ils font l'administration indigène. Ils ont des compagnies de ce qu'elle appelle des écoles, par exemple. Non. Pas pour les indigènes. Il y a des écoles pour les Espagnols, les enfants des militaires, mais pas pour les premières écoles côté espagnol, le Sahara, contrairement, même y compris au protectorat, à Tantan et Tarfaï, on n'avait pas pour les indigènes. Ça ne commence qu'avec 63-65, avec le début de l'exploitation des phosphates et le début d'une main-d'œuvre ouvrière, et c'est là qu'on commence. Donc, je veux dire, l'école, côté, ça n'a pas un âge qui ne dépassent pas les 10 ans. Les Sahraouis qui ont fait des études, c'est ceux qui ont fait des études à Tarfaya ou à Tantan après l'indépendance, qu'ils soient de la zone espagnole ou de la zone marocaine. C'est-à-dire après 1956. D'accord. Mais pas à Lyon, ou à Smara, ou à Dakhla, ou à Boujdour. Ils n'organisent pas un championnat de foot, par exemple, puisqu'ils l'organisent dans le Nord. Pas à ma connaissance. Non, la politique... Je sais, il y avait un championnat qui était dans la même zone que la Liga, avec Tétouan, avec Mlilia. Non, c'est là que toute la politique indigène espagnole diffère entre la zone du Nord et la zone du Sahara. Dans la zone du Nord, c'est toute une autre politique. Au contraire, on met l'école, on se rapproche des élites, on essaie de suivre la politique d'attraction, l'argent, la corruption des élites pour les attirer. Par exemple, l'occupation militaire du Sahara, c'est pendant la période de la République, ça se passe entre 1932 et 1937. Alors que le Nord, après la guerre du Rif, la fin de la guerre du Rif en 1927, une politique d'attraction des élites par le système des écoles, c'est là qu'on va commencer à inventer ce qu'on appelle l'héritage arabo-islamique en Andalousie, qui rapproche les Espagnols et les élites dites d'origine andalouse dans le Nord pour faire Khawa, comme il disait à l'époque, la connivence. Voilà. On parlait même de connivence et on dit, mais nous avons un passé commun, nous avons un héritage commun. Tétouan devient la petite Grenade. Non, c'est pas Grenade qui est la petite Tétouan. Non, c'est Tétouan qui est la petite Grenade. Donc, au fait, on construit un mythe sur ce Maroc andalou, là d'origine andalouse, qui est une imitation de ce qui a eu lieu. Un déplacement. Oui, mais le problème, c'est que tout le monde est convaincu, même les guides touristiques reproduisent ce verbiage, comme quoi c'est là-bas l'origine et ici c'est l'imitation, alors que c'est l'inverse pour construire une image. C'est l'inverse c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être pas non plus complètement l'inverse. C'est-à-dire que c'est un mélange. En tout cas, vous dites, certains historiens, et ils sont nombreux, disent que l'arrivée des Morisques a déplacé également des savoir-faire, comme le départ des Almoravides ou ceux d'avant, a déplacé un savoir-faire. Donc c'est un mélange, quoi. Oui, c'est comme dans la langue française, le cordonnier est quelqu'un qui vient de Cordoue, qui travaille la maroquinerie de Fès. C'est comme ça que parle le dictionnaire historique de la langue. Non, c'est pas pour nier. Moi, je dis l'image. Musique andalouse, soi-disant, les andalou, le guebs andalou, naqsh andalou, zahrafa andalou. Je veux dire, la connerie est toujours reproduite. Or, mais qu'est-ce que c'est que la notion d'andalou? Soit, je veux dire, il a commencé ici, il est parti là-bas, il est revenu ou il a continué ensemble. Mais on prend un seul indice. Qui est capable dans le monde entier de travailler le cèdre? Le bois de cèdre et d'en faire des stucs et des décorations et des arabesques, comme on dit. Qui est capable dans le monde, à part les Marocains, encore aujourd'hui, le bois de cèdre? Et le Marocain d'Afrique. Non, c'est-à-dire c'était dans ce côté. C'était côté, puisque c'est ici qu'il y a parce que d'abord, le cèdre n'existe aujourd'hui qu'au Maroc. C'est juste Atlantica. Cette variété. Non, ce que tu es en train de dire, je résume parce que tu es en croisade, là. Je suis désolé. Non, tu es en croisade. Ce que je comprends, c'est que, on a l'habitude de considérer l'Andalousie comme quelque chose d'au-dessus de nous. Ouais.
voilà, qui au retour des Andalous nous a inondés de sa culture. Alors que comme s'il n'y avait rien ici. Voilà, et tu es en train de dire que c'est probablement des échanges de savoir-faire qui impliquent les deux rives de la Méditerranée et qu'il n'y a pas de raison particulière de considérer tout ce qui est de brillant comme étant du côté européen et tout ce qui est frustre du côté en précisant africain. Est-ce que je peux le dire comme ça, non, sans avoir une deuxième vague de croisade? Non. Je ne peux pas le dire comme ça. Il y a une première Andalousie des Znata, qui nous a donné les Omeyyades de Cordoue. Au début, ça a duré 70 ans, mais c'est les Znata. Ensuite, on peut parler de l'Andalousie des Almoravides, l'Andalousie des Almohades, l'Andalousie des Mérinides. Entre-temps, on a les taïfas. Mais les taïfas, il y avait une dizaine, je crois 7 ou 8, c'était des taïfas znata, qui se reconnaissaient comme znata. Et donc, on est toujours dans la continuité territoriale de l'Afrique, parce que ce déplacement tribal dans l'espace, n'est pas dû que à cette période. Non, il est antérieur. Mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est la construction qui a eu lieu à l'époque coloniale de ce mythe andalou, que ce soit du côté des orientalistes français, ou que ce soit du côté des politiques et des orientalistes espagnol. Je prends le premier qui s'est appelé Gil Torres Beni Omeya. Il s'est auto-appelé Beni Omeya en disant ces berbères barbares nous ont pris le pouvoir alors que nous, les Beni Omeya, nous sommes les véritables détenteurs de la légitimité pour gouverner la France. L'Espagne, pardon. Le mec, il a vécu en 1925. Il commence à faire toute une construction sur le mythe des Beni Omeya parce qu'il se donne le nom de Beni Omeya alors que lui, il s'appelle Gil Torres. Mais il ajoute à son nom Beni Omeya. Et donc, avec toute une... Et c'est à l'époque... Juste pour comprendre, est-ce que tu es en train de me dire qu'une partie de l'opinion espagnole consiste à trouver plus acceptable d'avoir été occupé, conquis ou dominé par des Omeyyades, donc des Arabes, que par les Moros d'en face? Par exemple. Et donc, on va fabriquer cette construction intellectuelle qui consiste à dire que nous avons été Arabes et pas berbères, c'est ça? Par exemple, oui. D'accord. Oui. J'ai bien résumé. Entre autres, et il n'est pas le seul, parce que cela va avoir son impact sur le plan politique, surtout avec l'arrivée de Franco. C'est Franco qui va beaucoup booster cette chose-là, par une série de politiques, d'abord d'attraction des élites, ensuite pour l'aider à reconquérir le pouvoir, et puis la création de l'Institut Franco, la création de l'Institut Moulay Hassan Belmehdi, la création de la Maison du Maroc au Caire pour envoyer beaucoup de gens suivre des études. Tous les Marocains qui ont suivi des études au Caire, ils ont habité la Maison du Maroc, créée par Franco au Caire, et cette relation de Franco avec le Caire va beaucoup se développer. Quand Abdel Nasser va arriver au pouvoir, là, il va vraiment se pavaner parce qu'il va trouver son alter ego. Et pendant la guerre espagnole, par exemple, en 1938-39, il va inviter des intellectuels, ce qu'on appelle les Arabes d'Amérique. Amin Rayhani, qui est une grande plume de... Rayhani, on dirait un chanteur de raï. Amin Rayhani. C'est comme ça que mon prof... Parce qu'on nous a enseigné au primaire, je crois, au collège, des textes de ce Amin Rayhani. Il est venu juste faire la propagande de Franco. Il est considéré aujourd'hui par nos intellectuels comme une sorte de référence qui a parlé de nous. Et d'ailleurs, il met le point, il dit, cette civilisation d'Espagne ne peut être qu'une civilisation arabe, alors que Rayhani est chrétien. Parce que le mot arabe, c'est un mot qui désigne les musulmans et les chrétiens. Ce que les gens beaucoup oublient, l'usage du mot arabe pendant très longtemps, les années 20, les années 30, les années 40, même aujourd'hui, quand on est les Arabes d'Israël, c'est une population musulmane et chrétienne. Et comme ça fait deux termes, on les résume dans un, et Amin Rayhani est un chrétien, mais qui est fier d'utiliser et dire non, cette civilisation ne peut être que l'œuvre des Arabes, et ainsi de suite. Mais c'est pas parce qu'il ne faut pas donner à chacun la place qui lui revient. Juste sur l'histoire de la sémantique du vocabulaire et des politiques coloniales qui nous ont structuré une sorte d'imaginaire pour des raisons politiques, ce qu'avait fait Lyautey pour construire le passé du Maroc ou le passé d'Algérie ou le passé de Tunisie. Franco l'avait fait, chacun l'a fait pour ses raisons, pour ses objectifs politiques, ce qui est normal. Le problème pour nous, c'est de continuer à reproduire un petit peu cette connaissance et à ce savoir, et de continuer dans le sens de la dichotomie. Parce que justement, c'est cette dichotomie qui nous intéresse, nous, à disséquer, à comprendre et à essayer d'analyser. Et puis surtout, comme encore on revient à Ibn Khaldoun, je veux dire, le savoir, l'écriture, c'est un métier, il faut aller à l'école. Je veux dire, tu peux avoir l'origine que tu veux, la langue que tu veux, mais si tu ne vas pas à l'école pour te former à un domaine, tu ne peux pas exercer le métier du savoir, et c'est tout simple. Revenons à cette colonisation du Sud.
C'est presque plus une occupation militaire qu'une colonisation. Ni moins ni plus, jusqu'à la découverte des phosphates, et c'est là qu'un petit peu l'imaginaire change. Alors, qu'est-ce qui se passe à la découverte du phosphate? Ça commence dans les années 60, mais rappelons que l'Espagne, 1884, à Villa Cisneros d'Arla, Boujdour, après, je crois vers 1900, point pareil, et Tarfaya 1916. Et de 1916 à 1932, l'Espagne n'avance pas d'un seul iota au niveau du Sahara. C'est avec l'arrivée de la République qui était contre la guerre du Maroc, contre la guerre du Rif, les socialistes, les communistes, et pour se donner une légitimité vis-à-vis des militaires espagnols, ils vont perdre sur les deux plans, ils vont accélérer l'occupation militaire du Sahara qui ne va s'achever que pratiquement en 1937 avec l'entrée à Smara qui était une ville détruite par les Français qui l'ont détruite en 1913 suite aux guerres qui ont eu lieu de la résistance dans le pays de Chengit et comme le pays de Chengit, ça y est, il est devenu une frontière fermée. Et à un moment donné, l'un des fils de Ma'al-Ainin avait réussi à tuer le gouverneur Coppolan et nous sommes en 1925 et donc pour se venger, comme il disait, c'est civilisé. Ils se vengeaient, carrément c'est le mot, donc ils ont détruit la ville construite par des Ma'almiya à l'époque de Ma'al-Ainin. Nous sommes à l'époque de Moulay Abdelaziz, exactement quand il lui a donné les Ma'almines pour construire la ville. Un Oujdi d'ailleurs, un Fassi, un Meknassi, je crois, et un Marrakchi, et un Wadnoni, qui se sont occupés de la construction de la Zaouia, d'ailleurs que les Français ont détruit. Je ne sais pas ce qui reste comme trace de cet édifice original. Les Français l'ont détruit en 1913. Les Espagnols ne l'occupent qu'en 1937. J'ai une question. Oui. En 1956, les Français partent, n'est-ce pas? Oui. Les Espagnols du Nord partent. Oui. Et comment se fait-il qu'on n'inclut pas les Espagnols du Sud dans le deal? Est-ce qu'on n'est pas en mesure de le faire? Pourquoi l'Espagne fait cette double politique Nord et Sud différente? Justement, c'est tout là qu'on n'a toujours pas compris parce que 2 ans plus tard, il y a des négociations qui ont eu lieu à Sintra, au Portugal, entre les Marocains et les Espagnols pour la récupération de Tantan et de Tarfaya. D'accord? Alors, ça, on ne peut pas comprendre aujourd'hui parce qu'il nous faut l'archive pour comprendre un petit peu En fait, la réponse, tu me l'as donnée, parce qu'ils partent du protectorat. Oui. Mais ils gardent leur colonie. Oui, non, mais ils partent du protectorat sud, 56-58, 2 ans après l'indépendance. Ouais. C'est-à-dire quand l'Espagne reconnaît l'indépendance du Maroc le 7 avril 1956 et sa souveraineté sur le Nord. Ils mettent fin au protectorat. Du Nord. Et la partie protectorat du Sud, il reste entre leurs mains. Ils partent en 58 des protectorats du Sud. Oui, mais 2 ans plus tard. Et ils partent en 75 de la colonie du Sud. Absolument. Mais donc, regardez le processus, il est lent. Mais pour en comprendre les tenants et les aboutissants, de revenir aux archives, qu'est-ce qui s'est passé en 55 et 56 ? Comment on a signé avec l'Espagne en 1956 alors qu'on n'a pas signé en 1912 ? Aussi. Parce que si on a signé avec la France signe avec l'Espagne en 1912. Mais non, en 56. C'était de la sous-traitance. En tout cas, je raconte les faits. Après, qu'est-ce qui s'est passé et comment, ça, j'en sais rien jusqu'à aujourd'hui parce que, justement, on a affaire à un élément fondamental dans notre histoire et ce processus de recouvrement de la souveraineté qui est resté progressif au point de nous poser des problèmes. Quelle perspective on avait à l'époque des négociations? Quelle mentalité on avait? Parce que qu'est-ce qu'on avait? On avait un gouvernement provisoire constitué par Bekay où il n'y avait ni ministre des Affaires étrangères ni ministre de la Défense nationale puisqu'on n'était pas encore indépendant. Le ministre des Affaires étrangères ne serait désigné officiellement qu'en mai 1956 alors qu'on avait un gouvernement depuis décembre 1955. Oui, non, mais ça c'est un détail. Si, mais c'est dans le détail que réside l'intérêt. Non, parce que dans l'attitude générale, quand le Maroc obtient la fin du protectorat français et espagnol du Nord, c'est les mêmes armes, il y avait les mêmes, tu me parles de constitution de gouvernement. Oui, mais il y a des négociations sur l'évacuation et la reconnaissance de l'indépendance. Oui, mais pourquoi on n'a pas intégré à ça le colonie et protectorat du Sud? Non, mais je me demande... Je ne sais pas. Non, d'abord... Est-ce qu'on l'a fait déjà? Est-ce que nous on l'a fait? Pour qu'il refuse ou est-ce qu'il... Il faut qu'on sache qui a négocié d'abord. C'est pour ça que je dis on doit revoir l'archive pour voir qui a négocié. Mais est-ce que tu les as, ces archives? Est-ce que tu les vois? Non, ils ne sont pas visibles. Peut-être on aura, les spécialistes auront le plaisir de voir enfin les archives qui vont s'ouvrir au niveau côté Madrid et côté Paris sur les négociateurs marocains. Qui sont-ils? Qui a négocié?
le ministre des Affaires étrangères, les ambassadeurs qu'on a désignés, les premiers en tout cas, ont fait le constat, mais j'en sais rien, j'ai pas regardé les tenants et les aboutissants de ces négociations. Mais en tout cas, c'est les questions qui se posent. Et en général, on parle des nationalistes, mais bon, après, ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que c'est que le nationalisme? Ça, c'est justement... Stop, le nationalisme. n'a pas de croisade, c'est le nationalisme. Et surtout que c'est le chef du gouvernement qui signe l'indépendance, c'est pas le roi. C'est le chef du gouvernement, Bark el-Bekay, qui signe avec Paris, à Paris et à Madrid. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces territoires pendant la période tampon entre le départ du protectorat en 58, du côté espagnol sud, et le départ de la colonie en 75, après la Marche verte? Ça change quoi? Je veux dire, les populations continuent à... On parle de 20 ans quand même, on parle de 18 ans. Mais la population du Sahara continue à bouger comme de l'accoutumée, comme c'est de rien n'était, parce que la frontière quand même n'était pas hermétique. On passait facilement à Goulmim, à Tiznit, jusqu'à Agadir même, je veux dire, parce que il y a toujours du commerce, de la transaction et de l'achat et de la vente, en plus du nomadisme vers les pâturages des deux côtés. Parce que les Tekna qui habitent le côté Ouadnoun, ils ont des pâturages jusqu'à Dakhla, pratiquement. Alors, vous regardez, sur toute la côte, des gens de l'Ouadnoun, les Tekna, la Confédération, leur espace de pâturage et de nomadisme va jusqu'au-delà de Boujdour, entre Boujdour et Dakhla. J'ai l'impression dans ce que tu décris sur le mode de vie nomade de la zone que, contrairement à ce qui s'est passé dans les zones plus densément peuplées du nord, littoral nord méditerranéen, que la colonisation espagnole n'a pas eu un grand impact sur le mode de vie des Marocains de l'époque. À part les produits de nourriture, à part le thé, surtout le thé, le goufia, des éléments de nourriture d'ailleurs. Il y a eu de bouleversement. Comme a pu être bouleversé le mode de vie d'un citadin de Tétouan ou de Casa avec les Français, qui a eu un lourd impact sur ça. Tout à fait. Le nomadisme continue. La sédentarisation est très rare, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, à part quelques produits devenus disponibles. Le goufia, le goufia, c'est une sorte de farine de maïs. C'est un terme d'ailleurs des Canariens, un vieux terme canarien, un vieux terme en amazigh des Canaries, qui a été utilisé pour désigner parce que c'est par les Canaries que les produits arrivent vers le Sahara espagnol de l'époque, et c'est une tradition restée jusqu'à aujourd'hui dans les habitudes culinaires qu'on mélange avec de l'eau. La farine, en fait. Une sorte de farine de maïs qu'on mélange avec de l'eau, et c'est un coupe-fin, comme on dit, comme zmeta, une sorte de zmeta, mais à base de maïs. Donc à ces petits détails, donc le thé est très important dans le sud, enfin dans tout le Maroc, mais dans le sud c'est un cérémonial. Non, de Tanger à Lagos, on a l'embarras du choix des cérémoniales, je veux dire, chacun à sa manière de... Oui, d'accord, on va pas rentrer là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que tu m'as dit, les Espagnols ont introduit le thé. Non, ont facilité la circulation du thé. Il y en avait avant. Le premier, c'est Mackenzie, à l'époque de Hassan Ier, quand il a installé un comptoir à Tarfaya. Voilà, donc ça n'a pas été une révolution. Non. Voilà. C'est juste la disponibilité du produit. Le réseau de distribution. On avait une société indigène, ce qu'on appelait le Koubania, qui était détenue par 3 personnes originaires du Sahara qui en étaient les propriétaires, et c'est elles qui faisaient ce commerce de produits avec les Canaries. Donc il n'y a pas d'école espagnole. Non. Il n'y a pas d'investissement là-bas. Non. Il n'y a pas de construction de routes. Non. Développement de villes. Non. Sédentarisation de la population. L'installation de l'Ayoun comme capitale régionale. Et puis, avec le début du phosphate, 63-65, c'est là qu'on commence à avoir des ouvriers, Bokra, absolument. Et puis, le noyau des écoles pour les quelques indigènes qui étaient sédentaires. Également, les enfants des soldats indigènes qui étaient rattachés à l'armée espagnole, surtout ce qu'on appelait les Mehara, les gens qui faisaient de la police, des militaires qui faisaient de la police, c'est-à-dire, ils faisaient le tour des campements des nomades pour des raisons de sécurité, comme ils disaient. Donc tu es en train de me dire que les Espagnols n'ont pas fait grand-chose dans le sud? Non, c'est à peu près ça. C'est tout simple, mais bon, leur présence est beaucoup plus symbolique, soit au niveau de la pêche, et surtout la symbolique de Cisneros, dans les pays des Moros, comme il disait, pour avoir un petit peu, parce que c'est là qu'on remonte à la notion de doctrine. Quand il y a des doctrines, et il y en a des doctrines, c'est-à-dire des doctrines, des manières de penser la politique étrangère, la politique intérieure, la stratégie, penser Maroc, comment on tenait absolument contre l'opinion publique française dans les années 1907, 1908, depuis l'époque Bouhmarache, Cherif Hamzian, jusqu'à la défaite d'Anoual. Je veux dire, comment l'opinion publique française, espagnole, était contre la guerre du Maroc, mais l'élite
s'acharnait à avoir sa part du Maroc parce que l'élite savait justement que la doctrine pouvait lui permettre d'avoir une vision au-delà de ce que l'opinion publique voyait, parce que l'opinion publique s'arrêtait au niveau du service militaire. Et de la mobilisation de ses enfants. La mobilisation de ses enfants, et surtout l'augmentation du service militaire à 3 ans, surtout après les défaites de Cuba, la destruction du statut de Christophe Colomb à Cadiz, parce que les gens étaient pas du tout content de la fête du Cuba, mais le désastre de Cuba 1800 et des Philippines 1898. Donc tout cela, malgré tout cela, l'élite espagnole militaire surtout s'attachait à tout prix. L'élite militaire nationaliste. Nationaliste, voilà. À avoir sa part. L'honneur de l'Espagne. Parce qu'il voyait l'honneur, il connaissait le passé, il voyait l'honneur et puis il se projeter et puis aussi, dans l'avenir. Il y a un peu disons, l'amertume de voir un empire, en particulier américain, sud-américain, être perdu au cours du 19e siècle. C'est important ça aussi, non? Et l'ennemi intime, juste devant soi, qui est en train d'être dépécé, vaut mieux en avoir sa part. Mais moi, ce qui me chagrine, pour conclure, c'est quand tu me parles de cette histoire de Cisneros, ce qui est un peu agaçant, disons, c'est de voir que les Espagnols connaissent l'histoire et viennent te poser le nom de leur cardinal là-bas, chez toi, et que nous la connaissons pas. En fait, tu nous l'as dit, donc on la connaît, mais c'est pas quelque chose qui est connu. Oui, il y a un déséquilibre au niveau de l'état d'esprit, parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la connaissance de l'histoire. Je sais pas si le Maroc propose de construire une mosquée Youssef Ben Tachfine à Madrid, je sais pas ce que... ou Azlaqa, Azlaqa c'est les 10 habitants. Mais Franco, quand il a reçu Hassan II en 67, il l'a reçu sur le site de Las Navas de Tolosa. À l'endroit de la défaite almohade. Qui est devenu aujourd'hui un musée, mais qui était à l'époque juste une forêt de chasse. Sachant que, je m'excuse, mais le parcours du Youssef Ben Tachfine n'est pas exactement celui de Cisneros. Ça n'a rien à voir, mais sur le plan symbolique, sur le plan symbolique, c'est pour ça que peut-être Ben Abbad n'a plus rien à faire chez nous, qu'ils peuvent le récupérer s'ils veulent. Stop, le dérapage, c'est le dérapage, j'arrête. Merci Mustapha, j'espère que vous en savez plus sur l'occupation, /colonisation, /protectorat espagnol dans le nord, dans le sud, Cisneros, Derla et Tétouan, le Rif. Merci beaucoup Mustapha. Merci à vous. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.